Mesdames, Messieurs, l'intuition qu'ont eue Isabelle Andrieux et Hervé Laurent d'organiser cette journée remonte à septembre 2017. Tendre vers une école inclusive, voilà un beau défi que l'école doit relever. Mais c'est encore un défi plus impliquant pour nos établissements dont tous les projets éducatifs devraient donner une place marquée à l'accueil des plus fragiles et à la promotion des différences, à la célébration des différences. L'événement de ce jour n'apportera pas de solution ou de kit clé en main à la problématique de l'inclusion scolaire. Ce n'est ni le but, ni l'objectif. La conférence de Joseph Chovanec, que je remercie d'avoir accepté d'être le grand témoin, et la table ronde qui suivra ont comme simple objectif une prise de conscience collective du rôle que peut jouer l'école dans l'accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette journée n'est pas l'aboutissement d'un processus, mais davantage le souhait d'insuffler une nouvelle dynamique autour de l'école inclusive. Pour traiter cette question, nous avons fait le choix d'entrer par le prisme de l'autisme. Ce choix n'est évidemment pas complètement innocent. En premier lieu, notre initiative s'inscrit pleinement dans la volonté politique affichée par les gouvernements depuis 2005 de promouvoir l'accompagnement des personnes atteintes de troubles du spectre autistique, et je pense aussi à la fondation du professeur Lejeune. Mais notre choix de traiter plus spécifiquement aujourd'hui la question de l'école inclusive par l'entrée de l'autisme participe aussi du constat que l'inclusion des élèves, excusez-moi, avec ses profils, est sans doute celle qui nous bouscule, décidément, il y a des microbes qui traînent, le plus, et pour lequel nous sommes le plus en difficulté. C'est en se confrontant à la complexité que l'on développera un environnement plus favorable à l'accueil de tous. Comme le souligne très justement la Constitution helvétique, la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Voilà donc le réel défi qui nous attend, et je vous remercie d'en avoir pris la mesure en étant présents aussi nombreux aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci d'avoir bien voulu m'inviter. Merci à toutes les personnes qui, par leur engagement depuis longtemps déjà, ont rendu possible cette rencontre. Et c'est une joie de constater que les enseignants, comme ma sœur a le même métier que vous, que les enseignants se mobilisent donc pour la cause de l'inclusion. Merci pour votre présence. Alors, j'aurai la joie, si vous voulez, de partager avec vous un certain nombre d'anecdotes, d'histoires drôles. Parce que finalement, quelle est la mission ici-bas des personnes handicapées? C'est de remonter le moral aux gens qui croient être valides. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça. Vous voyez, une fois, on avait demandé, c'était d'ailleurs non loin d'ici, on avait demandé à une camarade autiste qui assurait des formations pour les profs, justement, pourquoi au fond faudrait-il que l'enfant autiste aille à l'école? Eh bien, cette camarade avait répondu, mais c'est pour que les autres enfants aient la chance de le rencontrer. Je pense que c'était la meilleure réponse, à mon avis. Mais avant de parvenir, je dirais, à ce stade-là, essayons de réfléchir ensemble au devenir que nous proposerons ou pas aux personnes jugées différentes ou spéciales. Parfois, on a choisi de donner aux personnes dites spéciales un lieu spécial où elles seraient entourées de spécialistes.
Je pastiche une phrase de mon ami Charles Gardou. Mais est-ce que cela mène à des résultats satisfaisants à long terme? Eh bien, nous allons le regarder ensemble. J'ai une toute petite vidéo à vous montrer. Nous verrons plutôt quelques images, parce qu'il s'agit en fait d'un long métrage croate. Vous vous demanderez qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit en français québécois. Rassurons-nous, ça sera une réflexion bien plus universelle que le seul cas de la Croatie. Que se passe-t-il en Croatie? C'est simple. Pendant des décennies de régime communiste, on a mis toutes les personnes dites différentes dans des asiles psychiatriques au fin fond des bois. Et personnes dont on ne voulait pas, au sens le plus large, c'est-à-dire des familles de dissidents, aussi bien que les autistes, enfin bon, tout le monde était dans les HP au fond des bois. Maintenant, avec l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne, les choses ont changé à 180 degrés. Parce qu'à présent, le nouveau gouvernement ferme les asiles et donne à chacune des personnes un appartement en ville. Et ce film-là, ce long métrage-là, a été fait précisément sur ces dernières semaines de vie asilaire et les premières semaines de vie en liberté, ou comme on dirait plus savamment, en inclusion. Regardons ce qui se passe. Au tout début, il y a un certain nombre de sous-titres. Par exemple, celui-ci. Vous l'avez remarqué, le sous-titre existe en deux versions, la version anglaise et la version française. Et comme vous avez la vision des détails propres aux gens autistes, vous avez remarqué que les deux traductions ne collaient pas. Qu'il y avait plusieurs grosses différences entre la version française et la version anglaise. L'une des grosses différences, c'est la suivante. Le texte anglais dit « des millions de personnes avec des déficiences intellectuelles », alors que le texte français dit « des millions de handicapés mentaux ». Le mot « personne » a disparu quelque part. Ça, c'est un point important. Un autre point. Il y a un autre mot qui a sauté. C'est le mot « style », le mot « encore ». Comme si dans la tête du traducteur français, il était jugé naturel, ad vitam aeternam, que la personne dite différente reste dans un sens. Loin de moi l'idée d'accabler celui qui a fait les sous-titres, sans doute payé en lance-pierre. On est d'accord, je connais ce métier pour l'avoir fait aussi. Mais simplement, le diable se loge dans les détails, comme l'expose le dicton, et surtout peut-être cela trahit un certain contexte culturel. Et continuons, regardons peut-être les sous-titres suivants. Donc ces personnes sont maintenues dans l'isolement et privées de droits. En Croatie, on leur a récemment donné le droit de retourner dans la société et des images très dures vont apparaître. Ces images-là sont dures, j'en conviens, hélas, volontiers. Mais simplement, il faut le savoir, chers amis, que ce type d'image n'est absolument pas banal. J'en vois régulièrement moi-même de mes propres yeux. Je passe une portion relativement conséquente de ma petite existence dans des établissements dits médico-sociaux, à droite, à gauche, à Pétaouchnok et ailleurs dans le monde encore. Et si j'avais une caméra cachée, si je vous montrais certaines choses vues, on serait totalement dans ce type d'image, voyez-vous. Donc la question est, comment faire pour que les enfants qui sont dans votre classe aujourd'hui, dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je, aient une qualité de vie meilleure que ceci. Voyez, c'est une grande et grave question. Il ne faut jamais oublier que l'enfant deviendra adulte très bientôt. Alors ça, dans l'autisme, on l'a totalement oublié. Voyez, la grande question à 1000 euros, c'est la suivante. Que deviennent les enfants autistes dans 10 ans ou 15 ans? Est-ce qu'ils passent sur Mars? Et dans les hautes sphères du ministère, on a des gens payés pour réfléchir très 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 fort. Mais ça, ils n'y ont pas pensé. Et donc, les familles se retrouvent dans des situations catastrophiques. Et c'est l'une des plus dures questions. Hélas, on me la pose tous les jours. Mon enfant, notre enfant, à tel ou tel âge, que deviendra-t-il ou elle quand on ne sera plus là? Voyez, bon. Simplement, la question est difficile, non pas à cause de l'autisme ou du handicap en tant que tel. Elle est difficile parce qu'on n'y a pas réfléchi avant. Sauf qu'aujourd'hui,
Dans cet hôpital psychiatrique, il y a du nouveau, ou plutôt il y a une nouvelle. Regardons qui arrive aujourd'hui dans l'établissement. La nouvelle, vous l'avez remarqué, c'est la dame vêtue de blanc assise sur la chaise. Que vient-elle faire là? C'est simple, elle vient interviewer toutes les personnes. Pourquoi? Parce que ces personnes, très bientôt, auront un appartement au centre-ville. Et donc, il faudra préparer ce grand chamboulement, ce grand basculement vers la vie, comme on dirait, en inclusion. Donc, elle passe des interviews et chaque personne est invitée à présenter un peu son parcours biographique, à présenter ses rêves, ses aspirations, ses projets professionnels, ses liens interhumains. À force de vivre depuis 20 ou 30 ans dans le même asile, forcément, il y a des liens qui se sont créés. Il ne faut pas, je dis, bouleverser tout cela. Donc c'est une très très longue tâche. L'inclusion, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est le résultat logique d'un très long travail patient, un travail même de fourmi, pourrions-nous dire. Petite parenthèse, je suis très frappé en visitant un certain nombre d'établissements de constater l'état d'ignorance des professionnels par rapport à la biographie des personnes avec lesquelles ces professionnels travaillent. C'est par exemple, on dit, pardonnez le vocabulaire, mais c'est exactement ce qu'on entend, le schizo du pavillon 15. Voyez? Et en fait, on n'a aucune idée ni d'où il vient, ce qu'il veut faire dans la vie et quelle est sa façon d'être. C'est absolument saisissant. Hein? Et je crois qu'au contraire, il faudrait remettre la connaissance du passé, du vécu de la personne, de l'identité de chaque personne. Hein? J'ai été extrêmement bouleversé l'été dernier suite à diverses péripéties d'avion. Je me suis retrouvé à Bergen, en Norvège, et j'ai visité l'ancien léprosarium. Absolument saisissant. Donc imaginez un léprosarium réaménagé en musée. Pourquoi j'ai été bouleversé? C'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un musée à la gloire de la médecine. Ce n'est pas un musée à la gloire de tel ou tel grand professeur qui aurait vaincu la lèpre ou que sais-je. Non, c'est un parcours biographique de chacune des personnes qui ont vécu là. En entrant dans telle ou telle cellule, vous êtes accueilli par le portrait de la personne, par une biographie de la personne, ce qu'elle aimait faire, ce qu'elle... Vous voyez, c'est l'humanité de chacun qui est remise en première ligne. Et ça, souvent, malheureusement, dès qu'il y a question de handicap, on a souvent tendance à l'oublier. Hein. Mais les choses ne sont pas faciles. Regardons encore une image très dure à regarder. On y va. Il y a un petit dialogue qui n'est pas très important. Voilà. Donc, voici notre jeune camarade, par exemple. Alors, je ne suis pas Madame Soleil, loin de moi cette prétention. Mais quand je vois le visage de notre jeune camarade, je pense pouvoir miser une tablette d'un chocolat sur le fait qu'il a été sous camisole chimique pendant des années. Vous voyez? Et un certain type de produit induit des mouvements incontrôlables de la tête, déglingue les dents parce que ça cause des contractions incontrôlables des mâchoires, etc. Je pourrais d'autant plus longuement parler que j'ai moi-même été sous camisole chimique pendant 5 ans à peu près. Voyez. Donc il y a, je dirais, un certain nombre de choses, un certain nombre de réflexes qui malheureusement existent encore et qui excluent la personne, qui broie la personne bien plus que de l'aider. Donc à réfléchir là aussi sur un certain nombre de pratiques. Et puis peut-être une dernière scène, si vous le permettez, c'est la scène la plus touchante du film, à mon avis, c'est le grand jour où ces personnes quitteront enfin leur établissement et s'installeront bien, dans leur nouveau cadre de vie. Regardons ça, si vous le voulez bien. Moi, j'aime beaucoup cette scène. On y va.
Donc cette dame, pour la première fois peut-être de sa vie, voit depuis sa fenêtre le panorama de la capitale. Mais c'est un moment très touchant. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit ni d'un miracle, ni d'une manipulation hollywoodienne des images. C'est le résultat rationnel et j'allais dire attendu d'un long processus. Si ce film vous plaît, vous pouvez le regarder chez vous. Il s'appelle Free, donc comme libre. Voilà, on n'a pas le temps d'en voir plus. Mais ça peut nous donner à réfléchir sur un certain nombre d'éléments. Voyez. Notamment le fait, par exemple, et c'est absolument fondamental, que l'inclusion concerne toutes les personnes. C'est un truisme. Mais on l'oublie souvent. Et en matière d'autisme, notamment, on l'oublie. En matière d'autisme, on a tendance à dire, ou on a tendance à croire que l'inclusion scolaire ne concernerait qu'une certaine minorité, que j'appelle par dérision monégasque, bling bling 5 étoiles. Voyez. Et souvent, on me dit, oui, mais cet enfant autiste-là, est-ce qu'il est en mesure d'être inclus? Voyez, donc c'est une contradiction dans les termes mêmes. Vous voyez, l'inclusion, par définition, consiste à ce que toutes les personnes soient à l'école, tous les enfants du moins soient à l'école. Et si on commence à dire que certains enfants seraient susceptibles d'être inclus et les autres non, on pervertit le sens même des mots. Voyez. Si je vous dis que, par exemple, tout le monde peut manger du gâteau, mais pas vous, c'est un peu ça. Ce n'est pas un gâteau pour tout le monde, c'est un gâteau pour certains. C'est à peu près cela. Et on a souvent ce type de réflexe. On se demande est-ce que l'enfant a le profil ou est de nature A, au lieu de se demander ce qu'on peut faire nous pour réaliser l'inclusion de la personne. Et c'est à mon avis ça, la différence fondamentale entre l'intégration et l'inclusion. Dans le cas de l'intégration, c'est à l'enfant de s'adapter. Dans le cas de l'inclusion, c'est l'environnement qui doit s'adapter. C'est en fait diamétralement l'inverse. Simplement, la tendance fâcheuse, c'est que le mot inclusion est trop joli. Donc tout le monde, les hommes politiques, l'utilisent comme une sorte de refrain messianique. C'est un peu, on entendrait presque Isaïe, et le loup vivra avec l'agneau, c'est un peu ça. Mais on ne comprend pas réellement le sens du terme, ou plutôt parfois même, j'oserais dire, on n'ose pas le comprendre. Voyez-vous. Et si justement l'inclusion n'est pas réalisée dès les premières années, eh bien malheureusement on arrivera à un certain nombre de situations telles que nous les avons vues dans les images, telles qu'on peut les voir en France aussi. Alors, je vous propose justement de voir ça avec un élément un peu technique. Rassurez-vous, je ne vous accablerai pas de données et autres considérations, mais il faut peut-être de façon chiffrée dire les choses. Première question, combien est-ce qu'il y a de personnes autistes? À peu près 1%. Ça veut dire qu'en France, il y a à peu près 650 000 personnes autistes. Cela veut dire que où que vous travaillez, vous, chers amis professeurs, eh bien, vous aurez dans votre classe des enfants autistes. C'est pas chouette, ça? Oui, voilà. D'autre part, une question que l'on peut aussi se poser, est-ce qu'il y a des filles autistes? Oui, la réponse est oui, il y en a même beaucoup plus qu'on ne le croit. Vous voyez, simplement, comment dire, dans une littérature un peu ancienne, on n'avait pas forcément totalement envisagé le cas de figure de l'autisme féminin. Autre aspect des choses, il y a un cliché populaire, mais qui est très profondément ancré dans les esprits, de prétendu niveau d'autisme, de prétendu type d'autisme. Permettez-moi d'en dire un petit mot avec cette image. Cette image traduit, chers amis, le schéma tel qu'il existait avant. Donc je tiens à préciser d'office, il n'est plus vrai, il n'est pas vrai, mais c'était ce qu'on avait dans les manuels il y a 10 ans, 20 ans et plus. On avait l'idée que le spectre de l'autisme était subdivisé en sous-cases, figurées par ces barres noires que j'ai mises un peu de façon aléatoire. On avait donc distingué, ou prétendument distingué, un certain nombre de sous-types d'autisme. On avait par exemple la désormais célébrissime plantation aux asperges. Je ne sais pas si cela évoque des choses. On avait une forme montagnarde d'autisme alpine, dirais-je, à savoir l'autisme de haut niveau.
Vous voyez ces personnes qui font cuit avec les oiseaux du ciel, extrait des racines 13e en un claquement de doigts, c'est un peu ça, je crois peut-être. Hein. Voilà. Et puis on avait aussi une sous-casse que j'aimais bien, c'était les troubles autistiques non spécifiés ou non spécifiques. Imaginez la scène, j'ai mal au ventre, je vais chez mon docteur, il diagnostique des maux du ventre non spécifiés. Ah, mais je me sens tout de suite mieux, quoi. Ah, le portefeuille allégé, des montants de l'honoraire, tout va bien. Et c'est un peu sur ce schéma-là qu'on a fonctionné jusqu'à il y a quelques années. Simplement, ceux qui font les classifications se sont rendus eux-mêmes compte que ça clochait terriblement parce qu'on ne parvenait jamais à tracer de frontières claires entre tel et tel prétendu sous-type d'autisme. On ne parvenait jamais, d'autre part, à rendre compte de l'évolution des gens parce que oui, ici, vous êtes en quelque sorte assigné à résidence. Le petit Pierre-Paul Jacques ou que sais-je est assigné dans sa petite case. Sauf que dans la vraie vie, lorsque vous permettez la scolarisation et les apprentissages, les personnes sautent d'une case à l'autre. Ce qui montre que finalement c'est une abstraction totalement, une théorisation qui n'a pas lieu d'être. Et puis surtout, ceci, ça présuppose l'existence, je dirais, d'un continuum, ou plutôt d'un axe unique de classification des personnes. Pour le dire en termes scolaires, ce schéma-là, il présuppose que vous avez deux types d'élèves. D'un côté, les élèves bons en maths, en français, en histoire et qui n'ont aucun problème de comportement, et puis ceux qui sont nuls en français, en histoire et en maths et qui ont plein de problèmes de comportement. Voyez? Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe. Voyez? Donc, justement, l'intérêt de l'autisme, c'est de rencontrer des profils extraordinairement diversifiés, et notamment, et on verra une vidéo sur ce sujet juste après ça, ce n'est pas parce qu'on est non-verbal, c'est-à-dire qu'on ne parle pas, qu'on est stupide. Le degré de verbalité n'a rien à voir avec l'intelligence. Hein. Si vous en voulez une preuve ultime, regardez les hommes politiques. Ils parlent beaucoup, mais est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je ne sais pas. Donc, bref, en tout cas, maintenant, ça a été mis à la poubelle. Et à présent, dans la nouvelle classification, il n'y a plus de sous-type d'autisme. C'est très important à savoir. On raisonne dans les nouvelles versions de classification en termes de continuum du spectre autistique, en termes de parcours de chaque personne. Voyez? Et inutile d'ajouter que les personnes qu'on labellise rapidement comme déficientes, en fait, surtout je crois dans leur cas, c'est leur éducation qui peut mériter ce label de déficiente ou absente. Et si vous avez suivi l'actualité, vous avez vu l'affaire de cet enfant placé dans un coffre de voiture. Comment voulez-vous qu'un tel enfant puisse apprendre des compétences en racine 13e et en autre, je ne sais pas, activité informatique? Voyez, ce n'est pas possible, évidemment. Et ensuite, on me dit, ah mais Joseph, c'est joli ce que tu racontes, mais tu vois bien, lui ou elle, il est déficient. Ok, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé qui a amené cet état-là, donc à réfléchir? Voyez. En tout cas, nous le voyons, on a pas mal de boulot plaisant. Je vous propose à présent bien, de regarder une femme canadienne que j'apprécie beaucoup à titre personnel, qui s'appelle Carly Fleischmann. Je prends son exemple qui est un peu provocateur, mais il est loin d'être statistiquement unique. Et donc, avec Carly, nous allons partir à la rencontre d'une femme autiste adulte. Alors, notre camarade n'est ni anglophone ni francophone. De quelle province du Canada vient-elle alors? Elle vient de la province autiste, hein, parce qu'elle n'est pas faune du tout, hein, elle est non-verbale. Donc, notre camarade Carly, a une activité dans la vie. Elle est intervieweuse. Hein. Alors, vous me direz quelle histoire belge que je vous raconte. Comment est-ce qu'une personne non-verbale peut-elle être intervieweuse? Nous le verrons en action. Place donc à quelques secondes de Carly. Là, donc là, vous avez son nom, le nom de sa chaîne YouTube, si vous souhaitez regarder, il a plein d'interviews absolument géniales.
Speechless, sans parole. C'est écrit en bleu. Évidemment, le bleu est la couleur de l'autisme, couleur préférée des gens autistes. Hein. Maintenant qu'il n'y a pas de gilet jaune. D'autre part, vous vous demanderez pourquoi est-ce qu'il y a des points bleus disposés aussi bizarrement. C'est simple, notre camarade s'exprime en tapant sur un clavier, sur des claviers. Donc si vous voulez écrire le mot speechless sur des claviers, vous devrez appuyer là où il y a les points bleus. C'est logique. Regardons donc un petit extrait d'une de ces interviews. I would like to introduce you to my first guest ever. He has been a stripper, a police officer, a secret agent, a reporter, a boyfriend to many, and soon he will dump his wife to be with me. Welcome, Channing Tatum. Donc c'est juste pour donner l'ambiance générale. Des amis non autistes m'ont dit que le bonhomme était très connu. Non, pas connu de moi, hein, je vous l'avoue, on n'a sans doute pas les mêmes références. C'est d'ailleurs grâce à son décès que j'ai appris l'existence de Johnny Hallyday, quoi. Hein, voyez, et lui-même avait déclaré une fois qu'il était célèbre parce qu'il était connu. Hein, voyez, mais il avait une lucidité sur ces choses. Mais passons. Hein, donc, mais intéressons-nous peut-être à Carly sur cette image. Eh bien, donc, elle a 21 ans au moment du tournage. Hein, 21 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans, eh bien, elle n'avait aucun canal de communication. Ouais, pas de scolarisation, etc. Un jour, quand elle avait 16 ans, ses parents avaient remarqué qu'elle appuyait un peu au hasard sur des touches du clavier. Donc, au lieu de lui arracher le clavier des mains pour des raisons de sécurité, elle va s'étrangler avec la corde, avaler les touches et Dieu sait quoi encore. Donc, non, on lui a appris le sens de chacune des touches du clavier. 5 ans plus tard à peine, nous avons le résultat, c'est très très impressionnant. J'ai suivi un certain nombre d'interviews de Carly. Je dois vous avouer que j'ai été bluffé. Parce que je connais un certain nombre de journalistes professionnels. Ils sont incapables de poser des questions intelligentes. Voyez-vous, hein. Donc, bref, elle est toujours drôle, toujours marrante, toujours pertinente et impertinente à la fois. Voyez. Donc, peut-être à méditer. Hein. Son rêve professionnel, personnel, c'est d'avoir un talk show dans une grosse télé américaine. Hein. Je sais que ça se réalise, ça aurait de la gueule, comme on dit, non? Une animatrice de télé non-verbale, ça serait bien, à mon avis. Voyez, en tout cas, ce qui est par contre certain, c'est que notre camarade ici présente, eh bien, reste très vulnérable, vous l'avez compris. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle compétence, même très très poussée, hein, dans je ne sais quel domaine, que vous savez gérer les interactions de la vie quotidienne, gérer les interactions de la récré, par exemple. Hein, le plus sale moment d'un enfant autiste à l'école, c'est la récré, généralement. Hein, voyez. Donc, c'est, je dirais, tout à fait un autre registre de choses. Hein. Et il ne faudrait pas que, par exemple, Carly soit victime de je ne sais quel agresseur prédateur ou autre. Et il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein. C'est un sujet particulièrement lugubre, mais il faut qu'il soit au moins esquissé. Autre petite chose, je tiens à souligner ce point. Carly n'est absolument pas un cas isolé ou miraculeux ou que sais-je. Je connais très personnellement un nombre tout à fait saisissant de personnes autistes ayant un type de comportement, un fonctionnement plutôt tout à fait similaire. Donc, encore une fois, cela peut nous donner un petit frisson parce que cela nous indique combien de talents nous avons broyés, que nous avons liquidés, pourrions-nous dire. Hein. Donc, à méditer. Hein. Comment trouver des canaux de communication avec la personne? Il existe des méthodes pour cela. Il existe des boîtes à outils, comme on dirait au Québec, hein, pour cela. Simplement, il est nécessaire que chaque prof reçoive une formation à ces thématiques-là. Dans beaucoup de pays du monde, on ne peut pas être prof si on n'a pas reçu de formation, par exemple à l'autisme ou au handicap, que sais-je. Ma sœur, qui a exactement le même métier que vous, eh bien, pendant ces années d'IUFM, à l'époque ça s'appelait comme ça, on lui a enseigné toutes sortes d'âneries et de théories fumeuses diverses, mais on ne lui a absolument pas enseigné
ce qui était finalement important à son activité professionnelle, à son métier. Cela peut ou doit nous donner à réfléchir finalement. Est-ce que ce temps de formation ne serait pas bien mieux employé si on proposait à chaque futur prof une connaissance concrète des élèves face auxquels il ou elle sera prochainement, dès le début de son job. Donc à méditer. En tout cas, peut-être essayer dans les minutes qui me restent de caser des choses très concrètes et très pratiques. Ce sera un vrai défi parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Mais qu'est-ce que, par exemple, il faut savoir, qu'est-ce qu'il convient de savoir en quelques minutes à propos du fonctionnement de la personne autiste? La personne autiste, très typiquement, ne comprend pas forcément ce qui se passe sur votre visage, ne lit pas aisément les visages. C'est vrai notamment des enfants autistes. Dans le jargon un peu technique, on parlerait de difficultés de théorie de l'esprit. Nous avons vu la très chouette vidéo, juste avant le début de mon baratin, de ce jeune camarade autiste et de son visage qui est, comme on dit chez nous, une application de la stratégie anti-rides. Parce que oui, quand votre visage est impassible, vous faites des économies de produits divers. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché dans mon cas, mais que voulez-vous, c'est la vie. Ce phénomène-là fonctionne dans les deux sens. Vous voyez, ça marche aussi dans le sens où la personne autiste ne comprend pas nécessairement ce qui s'affiche sur votre visage. Et la personne autiste le comprend d'autant moins bien qu'en général, la personne autiste ne vous regarde pas forcément dans les yeux. Tout simplement parce que, justement, elle n'en tire pas beaucoup d'informations. Pourquoi est-ce que vous regardez dans les yeux votre interlocuteur? C'est parce que vous en tirez beaucoup d'informations. Vous devinez si il ou elle est en colère ou pas, par exemple. Vous devinez si c'est le bon moment pour demander une augmentation à votre patron ou pas. S'il est d'humeur massacrante aujourd'hui, vous attendrez demain. Bon, beaucoup de patrons sont d'humeur massacrante tous les jours. Donc, ça n'avance pas beaucoup l'affaire. Mais vous voyez l'idée. La personne autiste n'aura pas forcément cette compétence-là. D'autre part, la personne autiste également a souvent du mal à reconnaître les gens. Savoir qui est qui, ce n'est pas forcément évident, voyez-vous. Également, la personne autiste, et cela a été très très bien dit aussi dans la vidéo, peut avoir et a généralement beaucoup de particularités sensorielles. Vous voyez, la personne autiste peut par exemple avoir des hypersensibilités visuelles. La personne autiste peut avoir et a généralement des hypersensibilités auditives. Le port d'un casque anti-bruit peut être très utile, sinon indispensable. La personne porteuse d'autisme peut par exemple aussi avoir des difficultés tactiles. Certains types de vêtements ne sont pas adaptés. Question juste entre nous très rapide. Comment est-ce qu'on met des chaussettes? On les met à l'envers. Pourquoi? Parce que comme ça, les coutures sont au côté externe. Et si jamais les autres enfants de la classe se moquent de vous, vous leur dites que Lady Gaga met ses chaussettes à l'envers. Et les lendemains, tout le monde aura des chaussettes à l'envers. C'est la comédie ou l'hypocrisie sociale. D'autre part, également, on peut se demander comment est-ce qu'on met un t-shirt. Même réponse, à l'envers. Alors, dans les établissements médico-sociaux, c'est un grand classique, je le vois tout le temps, il y a des personnes autistes qui arrachent leurs vêtements en plein milieu de journée. Donc on appelle le psychodoltolacanophredo, enfin vous voyez tout le truc. Et après 10 000 € d'honoraires divers, il diagnostique des troubles exhibitionnistes dus à la mer, évidemment. Vous voyez. Donc, bref. Sauf que ce qu'on n'a pas envisagé, c'est qu'il y avait une étiquette dans les vêtements de la personne qui lui causait un malheur. Enfin, vous voyez. Donc plutôt que de trouver des solutions pratiques à des difficultés pratiques, on entre tout de suite dans les théories et le grand bavardage. D'ailleurs, il y a un petit test absolument saisissant. Il y a un site web, Google Scholar, donc c'est comme le moteur de Google, mais pour les articles de recherche. Vous pouvez regarder ça, c'est intéressant. Et vous pouvez taper n'importe quel sujet et voir quels sont les articles de recherche publiés sur la thématique. Si vous tapez en français, autisme et psychanalyse, vous aurez des milliers, littéralement des milliers d'articles.
souvent bidon, mais article quand même. Hein. Par contre, si vous tapez par exemple autisme et suicide, vous aurez 0 article. Voyez. Donc je crois qu'on s'est trompé sur les priorités, à mon avis. Plutôt que de tenter de résoudre les problématiques concrètes, eh bien, on est entré dans la zone du bavardage interminable. Hein. Voyez-vous. D'autre part, parlons de bouffe également, parlons de nourriture, chers amis. Hein. La cantine, après la récré, est souvent un moment de torture. Hein. Moment de torture sur le plan sensoriel, parce qu'il y a foule, parce que c'est là que vous retrouvez les personnes qui vous ont tabassé pendant la récré. C'est là aussi que vous constatez que vous êtes incapable de manger ce que les autres mangent. Voyez ? C'est également là peut-être où vous vous rendrez compte que vous êtes en état d'effondrement sensoriel et que la fatigue de la journée ne vous permet plus de fonctionner. Voyez ? Nous avons, chaque personne autiste a un certain crédit énergétique. Et à chaque fois que vous êtes exposé à une problématique sociale, sensorielle ou autre, votre crédit énergétique est grignoté. Pour la nouvelle génération, c'est comme la batterie des smartphones. Pour l'ancienne génération, c'est la peau de chagrin. À vous de choisir vos références. Mais en tout cas, le principe est le même. Hein. À chaque fois, je dirais que vous êtes exposé à une problématique sociale, eh bien, le crédit énergétique est grignoté. Le défi, c'est de parvenir au soir avec encore un tout petit peu de crédit énergétique. Et quand on travaille, quand on réfléchit au parcours concret au cours de la journée d'un élève autiste, on se rend compte que finalement, l'élève perd du crédit énergétique à des moments bêtes. Vous voyez ? C'est-à-dire, le crédit énergétique n'est pas consacré aux maths, au français, à la géographie, mais il est bien plutôt consacré à des âneries de type gérer le bruit dans le bus scolaire, gérer le flottement, les mouvements de foule à la cantine, etc. Vous voyez, on pourrait imaginer de supprimer ces déperditions d'énergie et de consacrer toutes les qualités de la personne à ces apprentissages, voyez-vous. Mais peut-être, puisque les minutes défilent, je vous propose de voir les choses très concrètement. Et on va jouer, si vous voulez bien, au jeu des 1000 €. Voici ce que je vous propose comme activité. Nous verrons une petite classe avec des enfants comme ceux que vous avez dans la vôtre. Et le jeu sera de deviner lequel de ces enfants est autiste. Donc nous regardons 1 minute de vidéo, puis nous verrons si quelqu'un a remporté les 1000 €. Et puis ensuite nous repasserons la même vidéo mais au ralenti, c'est-à-dire en coupant quelques instants pour voir qui l'est, et je suis sûr que la réponse vous paraîtra évidente. Allons-y si vous voulez bien. Donc, un instant. Vous voyez, je suis un peu en politique, je vous promets des choses, mais il faut que je retrouve ma vidéo. C'est comme ça. Voilà, on y va. Donc, voici notre petite classe. Donc, voyez, tout d'abord quelques images statiques pour nous familiariser avec ces enfants. C'est une petite classe américaine, mais ça ne change rien. Et la vidéo, donc, démarrera d'ici quelques secondes. Accrochons-nous, préparons-nous. Alors, c'est qui, à votre avis? Quelle couleur de t-shirt?
Alors, je vous avoue, je vous induis en erreur, hein, parce que, en fait, c'est une petite fille, quoi. Voilà. C'est la petite fille en vert. Voilà. Mais je garde les sous, hein, les sous ne sont plus disponibles. À force d'avoir trop fréquenté les hommes politiques, je me suis déautistisé. Bon, désolé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en revoyant la vidéo, les choses deviendront absolument évidentes. Regardons peut-être encore, parce que en fait, toutes les 2 secondes, eh bien, la petite fille en vert se prend une claque. Où elle est consciente, elle prend conscience de sa différence. Et rien n'est fait, je dirais, pour réaliser une activité scolaire inclusive. Regardons à nouveau, et maintenant, voyez. Voilà. Premier incident, le parachute lui échappe des mains. Vous l'avez remarqué. Alors pour le moment, c'est le tout début de la vidéo, on n'a pas encore le contexte, hein, donc on n'a pas encore l'explication. Je suis d'accord avec vous pour dire que ce n'est pas, je dirais, l'incident le plus typique de l'autisme. Hein, ça arrive même au meilleur, ça. Ceci étant, il y a une différence entre lorsque cela vous arrive une fois par an et lorsque ça vous arrive toutes les 10 secondes, comme c'est le cas de la petite en vert. C'est la différence entre l'enfant dont tout le monde veut dans son équipe et l'enfant dont personne ne veut dans son équipe. Mais pour le moment, on n'a pas encore l'explication ni le contexte, donc continuons. La petite fille en vert, en tout cas, fera tout pour rattraper le parachute. Allons-y. Ça y est. Ouf, on a rattrapé la boulette. Mais malheureusement pour elle, les problèmes ne font que commencer. Voyez? Donc là, ça c'est saisissant. Tous les enfants ont compris qu'il fallait se pencher. Avez-vous entendu la consigne, les enfants, penchez-vous? Non. Mais tout le monde a compris qu'il fallait se pencher. Les non-autistes fonctionnent comme ça. Ils se passent des messages sans parole. C'est peut-être, pour le dire méchamment, on peut appeler ça le réflexe moutonnier. Hein. Quelqu'un fait quelque chose, les autres font pareil. Et c'est comme ça que les messages passent. Et évidemment, la petite fille en vert n'a pas compris la consigne, parce qu'elle n'était pas formulée. Donc, sauf que notre jeune camarade, évidemment, est une petite fille très intelligente et qui veut bien faire. Beaucoup de bonne volonté. Donc, elle s'accroche. Ça y est. Quel est le problème? C'est qu'elle est décalée. Lorsque votre imitation n'est pas immédiate, mais lorsqu'elle procède d'une réflexion rationnelle, vous aurez un petit décalage. Et surtout aussi, elle ne fait pas le même geste que les autres. Les autres, c'était penché. Elle est plutôt accroupie. Pas tout à fait la même chose. Hein. Voyez? Donc, à méditer là aussi. Hein. Mais continuons. Bim. Cette fois, nous avons le contexte. Pourquoi le parachute lui a échappé des mains? Vous avez entendu, la maîtresse a émis un bruit strident, un cri strident du type, je suis mauvais imitateur, désolé, hein, li 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 li. Alors, li 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 n'est pas un verbe du Grand Larousse. Hein. Pourtant, tous les enfants ont compris que ça allait secouer. Comment? Dieu sait pourquoi. Mais en tout cas, les enfants ont tous compris que ça allait secouer, donc ils ont accroché plus fermement le parachute. Sauf la petite fille en vert, évidemment. Et donc, le parachute lui a glissé des mains. Alors, en termes scolaires, on ne dit pas le parachute lui a glissé des mains. On dit elle a lâché le parachute. Comme si c'était une activité délibérée de sa part. Hein. Vous voyez? Toute petite parenthèse, l'enfant autiste ne joue pas avec ses camarades. En fait, ce sont les autres qui ne veulent pas jouer avec lui. Hein. Mais on retiendra toujours, c'est l'enfant qui ne veut pas jouer avec ses camarades. Voyez? Donc, il y a une tentation de reformuler en permanence les choses pour que ce soit l'enfant autiste qui soit jugé coupable, responsable ou acteur, alors que finalement, c'est plutôt l'environnement. Mais continuons, parce que notre camarade, eh bien, fera tout pour rattraper les choses, littéralement rattraper le parachute. Ça y est, ouf, on a réussi. Mais les choses continuent à être compliquées. Regardons ça. Ça, c'est délicieux, donc en pensez-vous. Hein? Tout le monde est déjà passé à l'étape suivante, sauf notre camarade qui ajoute
le parachute pour rattraper sa boulette. Mais si vous regardez attentivement, vous voyez qu'elle ne fait pas tout à fait le même geste. Parce que les autres ont fait de petits mouvements rapides, elle fait de grands mouvements amples. Pas la même chose, hein? Oui. Et là, elle aura, je crois, un début de comportement aberrant. Oui, à mon avis, là, elle commence à en avoir marre. Hein? Alors, on n'a vraiment pas le temps d'en parler, mais dans la thématique des crises du comportement, ça c'est un sujet que j'aime beaucoup aborder, eh bien, ces tout petits signes peuvent servir de signes avant-coureurs. Hein. Dans le jargon angloïde, on dirait c'est le stade de triggers, mais bon, peu importe, on va pas entrer là dans ces choses-là. Question à vous, pourquoi est-ce qu'elle est accroupie présentement? Parce qu'elle imite la personne en bleu, juste à côté. Simplement, tous les enfants ont compris que ce n'était pas elle qu'il fallait imiter. Savoir qui il faut imiter à quel moment, c'est tout un défi. Vous, chers amis, vous avez l'aptitude, en regardant un groupe humain, de savoir, de deviner instinctivement qui est le chef, qui est la personne à imiter. Ce n'est pas forcément vrai chez nos amis autistes. Hein. Donc, ne pas savoir qui mène la danse, qui mène l'activité, ce n'est pas évident. Et ça nous amène à imiter les mauvaises personnes. Alors ici, je veux dire, ça ne prête pas à conséquence. Mais dans beaucoup de cas, des ados autistes imitent, par exemple, la seule personne qui est gentille avec eux, c'est-à-dire le dealer de drogue du coin, qui est gentil avec eux. Non pas parce qu'il a un humanisme béat, mais parce que les autistes ont parfois une gueule d'ange, et donc les douaniers ne se méfient pas, et les flics non plus. Enfin, bon, vous voyez, c'est pas toujours vrai, mais enfin, il y a toutes sortes d'histoires pas très réjouissantes auxquelles on assiste, hélas. Là, vous assisterez à un miracle, un vrai miracle. Regardons ce qui va se passer. Hein. Et ça va nous donner une vraie leçon pédagogique, hein, cette petite séquence. Regardons ça. C'est magique, non? La petite est en phase. Pourquoi? Ben, cette fois, la consigne était explicite. La maîtresse avait dit « Ready? Êtes-vous prêts? Marchons, marchons !» Et du coup, dès que la consigne est explicite, eh bien, les enfants tous comprennent. Et cette fois, c'est la petite fille en rose qui est paumée, parce que les non-autistes sont distraits ou autre chose. Voilà. Donc, moralité de l'histoire, si votre consigne est clairement formulée, clairement comprise, la personne autiste aura un bon fonctionnement scolaire ou autre. C'est finalement un moment très profond de pédagogie ici. Et juste une toute dernière scène pour ne pas déborder le temps. Ici, la petite musique, c'est hop, 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 que font les enfants? Ils sautent. Mais est-ce que le mot OP, le verbe OP est dans le Grand Larousse? Non, mais tout le monde le comprend. Enfin, tout le monde sauf les enfants. Nous sommes d'accord. Hein? Méfions-nous, chers amis, au vocabulaire et au langage dont nous faisons usage. Souvent, nous avons tendance à parler en langage non autiste. Dans le petit monde de l'autisme, on parle de langage NT, hein, NT comme neurotypique, donc le non-autiste. Hein. Le langage non-autiste, c'est quoi? C'est lorsque vous faites usage de phrases incomplètes. Écoutez par exemple les dialogues entre ados. Hein. Et là, tu sais, ouais, j'ouvre la porte. Ah je veux dire mon histoire, ce que s'était passé. Aussi, je vous dis, ça a fait pchit. Ou badaboum. On a vu hop, mais si je vous dis allez zou, que se passe-t-il? Pour moi, zoo, c'est la prononciation anglaise de zoo avec les girafes, les rhinos, tout ça. Voilà. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a 5 ou 6 ans, je pensais que McDonald's c'était le maréchal d'Empire. Et donc toutes les personnes qui parlaient de McDonald's, eh bien pour moi, c'était des gens passionnés d'histoire et avaient un centre d'intérêt majeur pour ce personnage tout à fait éminent, quoi. Et donc attention aux malentendus hein, qui peuvent naître, qui naissent en effet.
Voyez, donc pour clore cette vidéo et clore un peu aussi mon petit speech, eh bien, moralité de l'histoire, à la fin de la journée, la petite fille arrive à la maison. Dans quel état est-elle? Elle est totalement crevée. Là, les parents lui diront, mais pourquoi tu es fatigué? Vous n'avez pas eu cours aujourd'hui, c'était la fête. Mais oui, mais justement, la fête est bien plus crevante que les cours. Très difficile à faire comprendre. La fête est souvent, pardon de le dire, bien plus excluante que les cours. Hein. Le moment de terreur pour beaucoup d'enfants autistes, c'est la perspective de la sortie scolaire à la fin de l'année. Ça peut être terrifiant toute l'année, voyez-vous. Le moment excluant par excellence, ce peuvent être justement ces activités-là. Par exemple, cette salle-là est l'anti-modèle même de ce qu'il faudrait faire en matière d'inclusion d'enfants avec autisme. Parce que là, notre jeune camarade autiste se prend claque sur claque. Littéralement, toutes les 2 ou 3 secondes, elle a une preuve physique violente de sa bizarrerie. Voyez-vous. Donc, peut-être qu'on pourrait y réfléchir, créer une activité scolaire inclusive où la petite fille ne serait pas constamment et incessamment mise au banc du groupe des enfants. À réfléchir peut-être. Je sais que ces choses sont beaucoup plus compliquées. Je sais que nous n'avons pas pu, exposer toute la mécanique de la réalisation d'une classe inclusive. Mais permettez-moi, pour conclure ma petite présentation, de vous raconter une histoire. J'ai un ami autiste de très longue date, depuis 15 ans, peut-être un peu plus encore. Il a dédié sa vie aux langues. C'est-à-dire, si vous le rencontrez, et si vous commencez à lui parler de je ne sais quel sujet, il vous regardera d'un visage parfaitement impassible et n'articulera pas le moindre mot. Vous croirez sans doute à une personne ayant une déficience intellectuelle majeure. Simplement, mon camarade est loin d'avoir une déficience intellectuelle. Il ne s'intéresse pas au même sujet que vous, c'est tout. Et pendant longtemps, je m'étais fait de gros soucis pour mon ami, pour son devenir. J'étais sûr qu'il allait finir clochard. Et les choses se présentaient très mal. Suite à diverses péripéties dont je passe les détails, il a réussi à avoir finalement une petite source de revenus et un petit logement, ce qui est génial. Et il y a 4 semaines environ, il lui est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais cru envisageable, pour ne pas dire possible. C'est qu'il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Pourquoi? Eh bien, nous le verrons tout de suite à l'écran. L'ennui, et au moment de la naissance de son fils, l'ennui, c'est qu'une pensée terrifiante est venue à l'esprit de mon ami, le papa d'O. Et si jamais son enfant, son fils, ici présent, n'était pas autiste. Mais oui, mais imaginez le problème. Imaginez d'avoir un enfant qui ne s'intéresse ni à la morphosyntaxe du proto-élamite oriental, ni à la formation de l'ao et stigmatique en sanskrit classique. Comment est-ce que vous voulez éduquer un tel gosse? Mais c'est pas se flanguer. Donc, dans un moment de terreur, il a pris cette photo de son fils qui avait quelques heures à peine d'âge. Il me l'a envoyée. J'ai moi-même renvoyé la photo à d'autres amis autistes qui ont le regard expert. Et comme on dirait dans le langage du Talmud, l'assemblée des sages a étudié cette photo. Et le verdict serait à peu près le suivant, c'est que le tout petit aurait déjà le regard autiste. Ouf, les parents sont rassurés. Ceci étant, quand on connaît le profil des 2 parents, il y avait peu de risques qu'il en soit autrement. Bon, ça c'est autrement. Mais peut-être une toute dernière chose. Je ne suis pas sûr que médicalement ou scientifiquement, le petit soit réellement autiste. Il faudra attendre l'âge de peut-être 1 an pour qu'il ait son petit diplôme. Mais ceci étant, il y a une chose dont je suis déjà sûr, c'est que le papa, savoir mon ami, il sera, j'en suis certain, un bien plus fiable, et j'oserais même dire bien meilleur papa qu'un certain nombre de gens qui se pensent et se disent normands. Merci beaucoup.